Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Vous avez la parole. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là pour vous présenter cette émission, pour vous donner les informations qui se passent dans notre pays, les actualités, en savoir un peu plus. Et dans cette émission, nous ne serons pas seuls. Nous avons un invité. Avec lui, nous allons avoir plus d'éclaircissements par rapport aux questions données. Donc, je vais déjà recevoir mon invité, M. Alain Bolodja Ibola. Bonjour madame, en tout cas, merci pour l'opportunité. Pour tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas, nous allons vous faire une petite biographie de notre invité et nous nous retrouverons sans doute après pour décortiquer nos sujets du jour. Monsieur Alain Bolodja Ibola est chercheur indépendant en économie de développement durable. Il est l'auteur de l'ouvrage « Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques ». Il est aussi coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition NCPO en sigle, initiateur du parti politique Lèvons-nous et bâtissons en abrégé le BAT. Enfin, M. Alain Bolodja Ibola est aussi un ancien membre du parti FONUS, cher à Olengankoy, et du PANADER de Jean-Marie Boulambo. Et voilà, de retour sur ces plateaux avec M. Alain Bolodja. J'ose croire que nous avons eu à vous décortiquer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à cela. Non, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, en RD Congo, nous avons deux sujets qui font débat. Notamment aujourd'hui, nous voulons donner plus d'éclaircissements aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, débat sur la congolité, la réforme de la CENI, état de siège. Aujourd'hui, nous parlons également de troisième vague Covid-19 et également ce qui fait débat, refus d'immunité de Matata Pognon. Voilà, donc les Congolais qui nous suivent en ces moments, ils se posent un peu plus de questions par rapport à cette question où a fait objet qui a causé des gigantesques affaires de détournement de fonds publics par rapport à l'ancien ministre Matata Pognon. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Ok, en tout cas, merci pour l'opportunité. Personnellement, dans toute ma vie, au fait, je me bats pour que nous ayons effectivement un État démocratique. D'accord. Et cela passe impérativement par un État de droit qui n'est qu'une phase pour que nous atteignions cette fois-là la démocratie telle que voulue par le Constituant. Dans l'État de droit, déjà, le principe est que nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Il y a une égalité qui s'impose à nous. Et cela apparaît même dans certaines dispositions de la Constitution, telles que l'article 11, 12, 13 jusqu'à 14. Oui. Tous, nous sommes égaux devant la loi. Mais la loi doit se faire aussi dans le respect strict de la procédure. Oui. Vous savez, un Premier ministre, au regard des dispositions pertinentes de notre Constitution, je prends ici l'article 164, 165, 166 de la Constitution, qui disent clairement que le Premier ministre ainsi que le Président peuvent être poursuivis. Oui. Et ils sont couverts tous par une certaine immunité et bénéficient d'un privilège juridictionnel. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être entendus par un simple OPJ ou par la police. Ils ont une cour créée expressement pour juger des questions d'État. C'est la cour constitutionnelle, en ce qui concerne les deux personnalités. D'accord. Pour que la cour puisse lever l'option de poursuite, cette cour doit consulter préalablement le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en Congrès,
seul organe habilité pour autoriser des poursuites sur le président de la République et sur le Premier ministre. Voilà. Ça, c'est un principe. Oui. Deuxième principe, il y a aussi des sénateurs. Oui. Les sénateurs ne peuvent être poursuivis que lorsqu'il y a levé des immunités, ou sauf peut-être s'il y a un cas de flagrance, la levée des immunités s'est faite par la plénière. Okay. C'est-à-dire que la Cour de cassation doit saisir le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour lever les immunités. Okay. M. Matata fut ancien Premier ministre. Voilà. Il était en fonction. Et pendant qu'il était en fonction, en réalité, si nous étions dans un état de droit et qu'on avait constaté qu'il y avait violation intentionnelle de certaines dispositions de la Constitution et de loi de la République, il devait déjà être poursuivi pendant qu'il était Premier ministre. Voyez-vous? Et là, ça serait directement la Cour constitutionnelle qui devait saisir l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'ils se réunissent en congrès afin de lever les immunités du Premier ministre et de le poursuivre, d'autoriser la poursuite. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il est au Sénat. On constate que la Cour constitutionnelle, d'abord au départ c'était la Cour de cassation qui avait reçu la requête ou sinon la dénonciation de l'IGF, l'Inspection générale des finances. Oui. La Cour de cassation s'est considérée incompétente pour gérer sur cette question. On a transféré le dossier auprès de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a enclenché le processus en demandant d'abord à l'Assemblée, au Sénat, d'élever les immunités. Mais on a senti qu'il y avait déjà des problèmes dès le départ. Parce que justement, on s'est posé la question, comment la Cour constitutionnelle pouvait-elle juger un sénateur? On nous a dit non, voilà, on ne les juge pas en tant que sénateur, mais en tant qu'ancien Premier ministre. Mais la Constitution n'a pas donné tous ces éléments. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, je suis surpris de voir que le Sénat a répondu à la requête de la Cour constitutionnelle, dès lors que nous savons tous que le Sénat ne peut pas élever les immunités d'un sénateur sur demande de la Cour constitutionnelle. Là, nous parlons déjà de violation. Non, mais il y a eu, effectivement, il y a eu un problème d'interprétation de la Constitution. La Cour demande au Sénat d'élever les immunités d'un sénateur, mais lorsque vous parcourez la Constitution, aucune disposition ne permet au Sénat d'être en collaboration directe avec la Cour constitutionnelle, surtout pour la levée des immunités. Voyez-vous, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos juristes nous lancent dans un débat stérile, justement parce que personne ne veut respecter la Constitution. Voilà. Vraiment, il y a vraiment à boire et à manger dans cette affaire, mais la population congolaise aussi a réagi par rapport à la question donnée. Nous allons la suivre et nous nous retrouvons pour encore des détails. C'est parti. Bon, est vrai que Matata Pogno m'a bien aidé. Biso ba Congolais bon nakolo ba biso ba Congolais te bon pona ngai natika komona maba Matata Pogno te po biso tuzalaki makambo etali environnement propriété ya kin bopeto ya Kinshasa mobimba ndenge biso to vivre ezate ke ndenge bato bazoya na ndenge bazokotaka tomona ata eloko moko te na par rapport na makambo na bango pona Matata Pogno. Et ça bien, ceux qui vont collander là. Mais ma bien aïe inga atika komona ti. Asala mandanes sans défaut pour tout le monde qui nani vena biso auta okota ni Sami Badibanga. Néa. Tu es comme on a vena biso nani ko alemba o nani. Tibala néa. Samalukonde yango tozali awangani. Donc c'est que Matata pour la zaka leader. Après musique, tout ces matins. Bon, Jean, si et comme il est comme Sinda Moisson, on fait un ballon, on a fait une unité parlementaire, il faut un intérêt à Congolais. On a marché à monter,
tonyokami mingi na bajare ya bato wana na komante ebele te po congolais nyonso ayebi ce qui s'est passé na gouvernement oyo ti oleka mais sinon basala mosala nde balobi ki basala mosala baexécute mosala mpona intérêt ya congolais non juste mpona bapropre intérêt na bango baproche na bango bafamille na bango on est tous les congolais tozosouffrir il faut à se justifier dire makambo asalaki on s'est passaki non ke justice s'appliquera toujours pas na biso ya petit peuple non mpona bango non en tout cas wana d'accord te na basili. C'était là la réaction d'un échantillon de la population congolaise au placé moi Mona Bango par rapport à la situation. Vous avez un petit commentaire? Bon, je crois que le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Okay. Le problème se situe d'abord au niveau des juristes. Okay. Voyez-vous? Parce que ce qui est vrai, c'est que dès lors que les juristes, ceux qui ont eu à faire 5 ans à l'université, ils ont eu à prester pendant des années, ne connaissent même pas la procédure pour traduire M. Matata en justice, ça pose problème. Quid alors de la Donc population? là aussi, on est en train d'embrouiller la population. Effectivement. On s'embrouille en fait. Fort malheureusement, c'est ce qui caractérise ces dossiers aujourd'hui. Parce que dès lors qu'on ne sait même pas qui doit juger, quel est le juge naturel de Matata Ponyo, ça pose problème. Et là, la rue ne pouvait pas réfléchir autrement. Vous avez vu, vous avez suivi, il y a certains qui considèrent que Matata aurait bien presté parce que lui, il est dans son domaine, il s'était retrouvé, aujourd'hui, il ne se retrouve pas. Chacun apprécie à sa manière. Voilà. Mais en principe, la question devait être résolue par les juristes. Ils devaient nous dire qui est le juge naturel d'un ancien Premier ministre. Voilà. Dès lors qu'on ne l'a pas fait, tout ce qui reste là, ce sont du blabla. Parce que lorsqu'on nous dit qu'il y a eu détournement, mais commencez d'abord à identifier d'abord le juge. Et après, on va entrer dans le fond. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a d'autres questions quand même à traiter ici dans cette émission. Avant de parler de la réforme de la CENI, j'aimerais bien quand même qu'on touche un mot par rapport à la proposition de la loi Noël Tchani qui stipule que les Congolais, en fait, avoir accès à certaines institutions de l'État, il faut être Congolais de père et de mère pour verrouiller certains accès aux personnes étrangères. De ne pas y accéder. Comment vous trouvez, vous, parce que ça fait quand même débat, comment vous trouvez-vous cette proposition? Bon, je crois que le débat sur la nationalité a toute sa raison d'être. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de Sun City, cette question a été abordée avec une certaine légèreté. Mais maintenant, l'approche telle que définie par M. Tiani, ne me convainc pas. Parce que dans son entendement, c'est comme si l'État congolais actuellement a donné accès à quiconque pour assumer de hautes fonctions. Ce qui est faux. Parce qu'on dit, nos politiciens, si on doit vraiment recenser, il y a beaucoup qui ont peut-être eu à changer de nationalité. Voilà. Oui, mais sa solution, en fait, ou sa proposition ne va pas résoudre ces problèmes. Parce qu'en lisant très bien la Constitution, dans son article 72, en ce qui concerne le président de la République... Peut-être il dit ça pour certaines personnes où leur nationalité est un peu douteuse. Oui, mais le problème n'est pas à ce niveau, parce qu'on ne peut pas, déjà au départ, dans la procédure, on doit réviser certaines dispositions constitutionnelles. Voyez-vous? En révisant certaines dispositions constitutionnelles, je doute fort qu'on peut être animé du souci de la révision constitutionnelle, justement pour exclure une seule personne. Parce que dans le débat, on veut nous faire voir... Donc vous pensez que cette proposition est visée? Non, vous l'avez dit. Moi, je crois que si on entre dans le fond, il y a beaucoup d'insuffisances par rapport à la vision que l'on s'est fait de l'État. La Constitution actuelle, sans être révisée, a exclu une catégorie des gens, et surtout une catégorie des Congolais. Il n'est pas donné à quiconque l'accès à être président de la République, à être président de l'Assemblée nationale,
à être président du Sénat, à être Premier ministre, à être président de la Cour constitutionnelle, à être chef d'état-major général. Il y a des dispositions qui ont déjà verrouillé cette réalité. En lisant l'article 72, qui reprend pratiquement les conditions pour être candidat président, vous allez vous rendre compte que la Constitution dit clairement ne peut être candidat président de la République qu'un Congolais d'origine. Voilà. Mais lorsque vous allez à l'article 10 de la même Constitution, on vous dit est Congolais d'origine toute personne dont l'un des parents est Congolais d'origine. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sorte de verrou. Voilà. Mais dans sa démarche, il voudrait assez que c'est lui qui sera candidat demain soit 100% Congolais de père et de mère. Mais la Constitution ne s'est pas limitée là. La Constitution dit que celui qui a double nationalité ne peut pas aussi être candidat. Voilà. Ce qui veut dire que lui, déjà au départ, est concerné. Il ne pouvait pas, au regard de la Constitution actuelle, il ne pouvait pas être candidat président. Parce que dans ce qu'il a présenté comme élément de son dossier, il s'est présenté comme un Congolais, alors qu'il y a des informations, des éléments aujourd'hui qui attestent que lui aussi devait être frappé par le fait qu'il n'est pas Congolais au regard des dispositions de l'article 10. Si on entre dans le fond, quels sont les visées de cette loi? Parce que pour réformer, il faut se rendre compte d'une situation. Voilà. Quelle est la situation actuelle qui pousserait la classe politique ou la classe dirigeante à s'attarder sur cette question, à chercher à trouver des solutions sur un problème qui n'existe pas? Combattre l'infiltration ne veut pas dire verrouiller seulement par rapport aux fonctions, parce qu'aujourd'hui, il y a un ministre qui est rwandais. Voyez-vous, dans sa démarche, il ne va pas exclure les Rwandais qui sont dans l'armée. Dans sa démarche, il ne va pas exclure les Rwandais qui sont au gouvernement. Ce sont là des réalités. Parce qu'il profite de la sensibilité de la question, justement pour chercher à emballer les gens. Et pourtant, en réalité, ces visées sont plus politiques que chercher à résoudre le problème de la population. Nous savons qu'il y a infiltration rwandaise. Lui n'a pas préconisé quelque chose dans ce sens. Vous le savez. Non, mais il n'a rien préconisé. Parce que quand son chef, son maître de pensée dit le Banyamulenge Bandego Nabiso, il entendait quoi par là? C'est-à-dire qu'il reconnaissait que les Banyamulenge sont des Congolais. Or, si vous reconnaissez au Banyamulenge la nationalité congolaise, vous le considérez comme une tribu. Automatiquement, ils sont Congolais d'origine. C'est-à-dire que la démarche de M. Félix Tshisekedi, la démarche de M. Tchani vont en parallèle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de la sincérité de sa démarche. Et moi, je pense, comme la première question, il y a déjà un problème de procédure. Il propose la révision d'une loi sur la nationalité, dès lors qu'on n'a pas proposé la disposition de la Constitution, la révision d'une disposition de la Constitution. C'est-à-dire que quand vous changez la loi et que la loi n'est pas conforme à la Constitution, vous n'avez rien fait. Voilà. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a déjà là un souci. Quelqu'un qui vise à réviser certaines dispositions de la loi, tout en laissant la disposition de la Constitution qui verrouille pratiquement cette réalité. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un sérieux problème d'approche. Alors, quelle est l'incidence d'un Congolais à moitié, ou sinon ce qu'eux appellent l'ennemi Dakar, dans le fonctionnement de l'État? Ça aussi, c'est un débat. Ah oui, ça sur base de quoi lui considère que ceux qui sont 50% Congolais sont moins Congolais que les autres, et pourquoi son chef considère que les 0% Congolais ont droit à assumer des fonctions alors qu'ils n'ont 0%. Parce que déjà au départ, il faut le savoir, les Congolais par naturalisation n'ont pas droit au chapitre au regard de la constitution actuelle. Les Congolais qui ont changé de nationalité n'ont pas droit au chapitre. Ce qui veut dire que la constitution a suffisamment verrouillé, mais lui veut cibler une catégorie de Congolais, et fort malheureusement, dans ses maladresses, il a dit qu'il a considéré que le métier était des bâtards. Voilà. Ce qui veut dire que lui s'acharne contre le métier. C'est-à-dire qu'il ne veut pas résoudre le problème de la société, il veut justement nous lancer dans des débats stériles, et je suis sûr et convaincu qu'il y aura toujours des gens qui pourront l'accompagner. Voilà.
Voilà, donc nous allons parler à présent de l'organisation des élections 2023. Nous n'allons pas parler de ça sans pour autant parler de la réforme de la CENI qui fait également débat. Apparemment, certaines de l'opposition qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe par rapport à la réforme de la CENI. Qu'est-ce que vous en pensez? Un autre débat, et fort malheureusement, qui est mal abordé. Voyez-vous, pour qu'il y ait réforme, il faut que l'on constate un certain nombre de faiblesses. Parce que ce sont des réformes adaptatives. C'est-à-dire qu'on cherche à adapter le fonctionnement d'un système par rapport aux réalités actuelles, ce qu'on appelle les réalités factuelles, mais aussi par rapport aux réalités du passé. C'est sur base de ça. S'il y a réforme, ça veut dire qu'il y avait des inquiétudes. Il y avait des inquiétudes. Et fort malheureusement, dans les inquiétudes, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un problème d'organisation, il y avait un problème fonctionnel, il y avait un problème de mobilisation de fonds, il y avait un problème d'affectation, il y avait un problème de composition. Et fort malheureusement, dans ce qui s'est fait aujourd'hui avec cette démarche scabreuse initiée par M. Félix Tshisekedi et sa bande, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. On n'a touché que la question relative à la composition. Et dans la composition, on a maintenu le nombre de sièges ou le nombre de postes pour le pouvoir, la même chose qu'il y avait à l'époque de Kabila. On a laissé le même quota à l'opposition et fort malheureusement, on a ajouté 2 postes pour la société civile. Tout en sachant déjà au départ qu'on a vidé les compétences dévolues au président en joignant au président un autre vice-président qui va pratiquement vider la substance de ses compétences. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils se sont posé une mauvaise question. Naturellement, ils ont donné une mauvaise réponse et les gens pensent qu'on doit évoluer. Non. En réalité, au regard de ce que nous tous nous avons fustigé, on devait avoir une réforme de fond. De fond. Une réforme profonde. En quoi faisant? Au-delà de la configuration, il fallait aussi tenir compte de le fonctionnement des institutions. La CENI, en tant qu'une institution d'appui à la démocratie, devait plus revêtir une certaine neutralité. En principe, toutes les fonctions au niveau du bureau devaient revenir à la société civile qui n'a pas le droit de compétir. Tout le poste du bureau devait revenir totalement, exclusivement à la société civile. Deuxièmement, il fallait réduire les compétences du bureau national. Parce que nous, à notre niveau, nous préconisons la décentralisation. Voyez-vous? Que le CEP, les secrétariats exécutifs provinciaux, arrivent déjà à publier les résultats au niveau des provinces. Et là, le bureau national n'aura que la mission de compiler les résultats déjà publiés par le CEP. Comme ça, on réduit le pouvoir et cela va permettre à ce que nous soyons sûrs sur la qualité des élections. Parce que lorsque vous prenez les litiges qui résultent du processus électoral, il y a des gens qui ont participé au vote. Je prends l'exemple de la province de l'Équateur. Et fort malheureusement, le résultat est publié au niveau de Kinshasa. Des personnes qui ont palpé les réalités, des personnes qui étaient proches des bureaux de vote, vont apprendre de manière globale les résultats. Et pourtant, si on arrive déjà à publier province par province, ça réduit toute intention de tricher. Il y a Donc aussi vous pensez que cette réforme, ça va favoriser plutôt la tricherie pour les élections 2023? Non, mais la réforme a été faite justement pour favoriser la tricherie. Et fort malheureusement, aux élections passées, c'est une évidence. Aux élections passées, c'était en faveur de Kabila. Cette fois-ci, c'est en faveur de Félix Tshisekedi. Et fort malheureusement, personne ne nous garantit qu'il y aura élection. Ce qui veut dire quoi en clair?
Si on avait... Parce que là aussi, la population se pose des questions. Est-ce que réellement il y aura des élections en 2023? Non, mais... Est-ce que l'argent sera mobilisé? Est-ce que ça sera transparent ou pas? Donc tout ça, ce sont des questions. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, si nous étions dans un pays sérieux, avec une classe politique suffisamment outillée par rapport à la question de la gestion, en principe, ce sont des questions que nous devons y répondre. C'est ça, en fait, l'idée de la réforme. Jusque-là, personne n'a répondu à vos questions. Et pourtant, elles sont pertinentes. Vous nous parlez des élections en 2023. Sachez-le très bien, madame. Il y a possibilité d'avoir ou de ne pas avoir les élections, avec ou sans Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui nous décidons, si la population aujourd'hui adhérait à notre vision, Félix Tshisekedi ne sera pas candidat en 2023. Parce qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Et qu'est-ce qu'on fera? On pourra avoir les élections en 2022, parce que là, déjà, M. Félix Tshisekedi sera en prison. Le fait seulement d'avoir violé intentionnellement la Constitution, en principe, il devait être en prison. Et voilà, on nous amène dans cette confusion, on nous lance dans des débats et qui apparaissent terribles. Mais si vous et pourtant, les débats des fonds ne sont pas... Voilà, si vous dites que cette réforme favorise la tricherie, c'est-à-dire qu'il y aura une élection, parce qu'on ne peut pas avoir la tricherie s'il n'y a pas d'élection. Non, mais on peut avoir les élections, peut-être avant 2023, ou après 2023, ou sinon en 2023. C'est-à-dire que dans la démarche de M. Félix Tshisekedi, il voudrait avoir la maîtrise et de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Il a commencé d'abord par la Cour constitutionnelle, en chambardant la philosophie constitutionnelle et l'esprit de la loi, en nommant de manière unilatérale 2 juges de la Cour constitutionnelle, justement pour intimider les autres. Et d'ailleurs, il avait nommé 3 juges, parce qu'il y avait un président qui aurait démissionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a non seulement la maîtrise de la Cour constitutionnelle, il cherche à avoir la maîtrise de la CENI, alors que ce sont les 2 composantes du système électoral. Et comme ça, il va se garantir les élections. Il sera cette fois-là Tshisekedi-ocratiquement élu, parce qu'en 2018, il était Kabilo-ocratiquement. Selon votre philosophie, comment il parvient, selon votre non, mais avis et tout, comment il parvient à les faire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les soutiennent. Non, mais bien évidemment, mais les immoraux, il y en aura toujours, hein, madame. Voyez-vous, M. Félix Tshisekedi, sachant, parce que lui, en tant que néo-kabiliste, il est dans la philosophie de son maître politique, qui est M. Kabila. Dans leur philosophie, lorsque vous avez la maîtrise de la CENI, déjà au départ, vous allez placer vos gens dans le bureau de vote, dans le bureau de compilation, dans le centre de vote, et comme ça, on aura à falsifier les informations déjà à ce niveau. Le fait seulement qu'il a la maîtrise du bureau, parce que le président qui sera élu va provenir de confessions religieuses, on connaît déjà qu'est-ce qui s'est fait pour que cette fois-là, qu'il ait la maîtrise du président et les autres membres de la CENI. Quand il va s'agir de la publication, eh bien, il a déjà un avantage. Maintenant, qu'est-ce que vous faites, en fait? Qu'est-ce que vous faites pour aider à la population congolaise? Parce que tout ce que nous faisons, cela doit profiter à notre population. Qu'est-ce que vous faites pour que la population puisse ouvrir les yeux, selon vous, pour qu'on n'y arrive pas, il n'arrive pas à ses fins? Non, mais madame, c'est simple, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de conscientiser, de sensibiliser la population. Vous savez, la solution est la meilleure. Vous pensez que le message passe bien? Non, mais on s'est bat. Nous nous battons justement pour faire passer le message. La solution est la meilleure, c'est la révolution, madame. Nous devons arriver à pousser la population à récupérer son pouvoir. Dès qu'on va arriver à avoir la révolution, on va résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a cassure entre la population et ses institutions. Les élections ont été initiées, instaurées justement pour résoudre une question, un problème, la crise de légitimité. Le pouvoir vient du peuple. M. Félix Tshisekedi est là par la seule volonté de Kabila. Le pouvoir vient du peuple. Les députés sont là par la volonté de Kabila. Si nous allons aux élections, on va avoir la même réalité. Mais voilà pourquoi nous préconisons la révolution. La révolution veut dire quoi? Lorsque vous accédez au pouvoir par de voies scabreuses, en violation de la volonté du peuple, lorsque vous l'exercez en violation des intérêts du peuple, comme vous l'avez dit, la population a le plein droit
d'amener le balai et de mettre tout le monde dehors. Comme ça, on va convoquer un congrès fondateur. Ce congrès fondateur va convoquer les États généraux. On va avoir une vision globale avec un nouveau pacte social. Ça va nous amener à la 4e République avec une nouvelle constitution. Et cette fois-là, M. Kabila, M. Félix Tshisekedi ne vont pas y prendre part. Pensez-vous que la population congolaise a les libres pouvoirs? Bon, vous savez, au regard de l'article 64 et même de l'article 5, seul le peuple a un pouvoir supraconstitutionnel. Ça dépend maintenant de cette population, si elle veut enclencher ou pas. Mais ce qui est vrai, vous savez, tout ce qu'on vous propose là aujourd'hui, ce sont des solutions palliatives. C'est-à-dire que vous êtes frappé de la malaria, vous arrivez à l'hôpital, on vous donne de l'aspirine. Tout ce qu'on vous présente là, ce sont des calmants. La solution est la meilleure, reste la révolution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que déjà le fait qu'il y a cassure entre la population qui est supposée, qui est souveraine et les institutions, automatiquement, il faut qu'il y ait la révolution. Parce que celui qui est détenteur du pouvoir ne décide pas en dernier ressort. Comment voulez-vous? Plus de 18 millions de Congolais sont sortis sous la pluie. Certains ont fait 40 km à pied pour aller voter, sanctionner le système. M. Kabila s'est décidé de faire de M. Félix Tshisekedi président, en violation de la volonté de la population. Et vous pensez que si la population ne se lève pas, on va résoudre le problème? Dès lors qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là de la révolution, on va tourner dans le cercle vicieux. Vous aurez un président avec un pouvoir inutile, vous aurez des institutions qui vont l'accompagner dans cette dérive de gestion, et au finish, il y aura hausse de prix sur le marché, il y aura impunité, il y aura des gens qui ne seront pas payés, et en fin de compte, la population ne va pas se retrouver. Je préfère aujourd'hui que la population s'élève pour que nous connaissions cette fois-là les changements tant voulus par tous. Voilà. Nous n'allons pas nous attarder sur les sujets, le temps nous fait un peu défaut. J'aimerais quand même qu'on puisse parler de l'état de siège. J'ai eu à voir votre tweet où vous disiez que M. Félix Tshisekedi reconnaît que l'état de siège n'a rien apporté jusque-là. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Bien évidemment, heureusement nous avons beaucoup d'éléments. Madame, vous savez, la personne qui a éclairé la lanterne de M. Félix Tshisekedi par rapport à cette question, c'est un élève. Voyez-vous? C'est-à-dire que lui qui a plus de 1000 personnels au niveau de la présidence, lui qui a autant de moyens, lui qui perçoit pratiquement 150 millions de dollars par an pour son fonctionnement, lui qui touche 25 millions de dollars en termes de salaire, il lui fallut qu'un élève, même pas un étudiant, hein, un élève puisse lui apprendre ce qu'il y a en réalité. On lui a dit qu'il y a insécurité dans la partie est. On lui a dit qu'il y a tracasserie. On lui a dit qu'il y a des gens qui continuent à être tués. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'était pas informé. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'institution présidente... Et s'il n'était pas informé, comment il y a eu état de siège? Voilà pourquoi j'ai dit M. Félix Tshisekedi n'a pas la maîtrise du dossier. À chaque fois, quand il est en face des gens, il apparaît surpris, en fait. C'est-à-dire que quand il prenait cette décision-là d'état de siège, il n'était pas dans ces états. Vous êtes sûr? Non, mais comment ne pas être sûr parce que lui-même dit qu'il n'était pas informé? Vous savez, madame, l'état de siège, c'est une très grande décision qui demandait une certaine analyse profonde. Il fallait d'abord maîtriser et les acteurs et leurs procédés. Il fallait maîtriser d'abord ce qu'il y a chez nous, qu'est-ce qu'on a comme atout, comme point faible. C'est comme ça, quand vous nous lancez dans cet état de siège, on va sentir qu'il y avait une certaine technicité. Comment voulez-vous, madame, le gouvernement, c'est pendant qu'il y avait la réunion de prise de contact au niveau du Conseil des ministres que M. Félix Tshisekedi a pris la décision. La quasi-majorité des membres du gouvernement n'avaient aucune maîtrise des dossiers. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense a obtenu l'argent 3 semaines après? Est-ce que vous savez que la nomination là-bas pose problème parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement par le simple fait qu'il n'y a pas de passerelle de collaboration entre le personnel militaire nommé par M. Félix Tshisekedi et le personnel civil qui était nommé par M. Félix Tshisekedi mais qui reste dans la charpente institutionnelle ancienne? Est-ce que vous savez qu'il y a un problème d'opérationnalisation?
Ce qui veut dire que quand M. Félix Tshisekedi prenait cette décision-là, il n'avait pas intégré toutes les variables explicatives. Aujourd'hui qu'il est là, il a compris qu'il a commis une erreur, mais il va continuer. Déjà, par rapport au timing, madame, est-ce que vous avez une idée du calendrier de M. Félix Tshisekedi? Il nous lance dans un processus de 30 jours avec probabilité de proroger. 30 jours, proroger 15 jours, 15 jours, 15 jours. Mais il vous dit, d'après déjà son entendement, ça peut nous prendre aussi une année. Hein? Sommes-nous sérieux? Vous prenez des décisions irréfléchies. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez lancé le pays dans l'incertitude. Mais il y a d'autres personnes quand même qui croient à l'avancée de cet état de siège. Oui, mais que ça porte quand même le fruit. Non, mais le fruit, effectivement. Ouais. Le fruit, effectivement. Combien de groupes armés ont-ils déposé les armes? Combien de gens ont été arrêtés au niveau de groupes armés? Parce que ce qu'on vous présente, ce sont des groupes armés de type familial. Ceux qui créent la désolation ne sont pas inquiétés jusque-là. Je vous apprends, hier, on vient de tuer 12 personnes. Voyez-vous? Mais les problèmes ne peuvent pas quand même se résoudre d'un seul coup. Non, mais voilà pourquoi. Il fallait qu'il y ait cet état de siège pour qu'il y ait des avancées par rapport à cela. Non, madame, s'il vous plaît. Nous tous, nous avons des notions managériales. Dans le fonction managériale, la première des fonctions, c'est la planification. Et vous pensez que ça n'a pas été fait? Non, mais M. Félix, c'est qu'il n'a pas ces atouts-là. Il faut les reconnaître. Parce que s'il avait ces atouts, il ne pouvait pas réserver une telle réponse à cet élève. Il vous a dit qu'il n'avait pas l'information. Il vous a dit qu'il n'arrivait pas à jauger les réalités sur le terrain. Il vous l'a dit, en français facile. C'est-à-dire que M. Félix se rend compte qu'aujourd'hui, il y avait des paramètres que lui ne maîtrisait pas. Ce sont là des réalités, madame. Ce qui veut dire qu'il nous a lancés dans l'incertitude. Il y aura toujours des inconscients qui vont le soutenir. Mais je sais et je suis convaincu qu'il n'y a aucun plan opérationnel qui a été mis sur pied. S'il y avait un plan opérationnel, en principe, avant de proroger, on devait commencer par l'évaluation. Ont-ils évalué le processus là-bas? Mais pour prolonger, il y a une évaluation. Non. Les députés ont décidé comme ça. Quelle évaluation? Ils n'ont même pas de statistiques. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude, justement parce qu'il y a une sorte d'amateurisme au niveau de l'État. Donc la science s'impose même dans la gestion. Hein. Vous avez une proposition pour finir les problèmes de l'Est, parce que le problème de l'Est... Attendez, M. Kabila était là. Il y avait toujours ces problèmes. Les problèmes de l'Est, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, donc on doit croiser les bras, voir des massacres qui se passent à l'Est, sans rien faire. Il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. Madame, il fallait qu'il y ait un début. Oui, mais effectivement, les débuts du commencement, c'est le départ de M. Félix Tshisekedi. Et vous croyez que la personne qui viendra après lui va résoudre le problème? Non, mais il faut maintenant tenir compte de la technicité. Parce que lui, c'est un accident de parcours. En réalité, on doit avoir un commandant en chef digne de ses noms. Et lui n'est pas digne. Vous l'avez dit. Je ne l'ai pas dit, je vous pose la question. Non, mais je prends acte de ce que vous avez dit. Voyez-vous? Vraiment, nous sommes en train d'arriver déjà à la fin de cette émission. Vous avez la parole, la population congolaise vous écoute. Nous allons quand même conclure avec la troisième vague. Aujourd'hui, nous parlons de la troisième vague de Covid-19. Certains disent que la communication n'est pas très bien faite pour la population qui nous suit, parce qu'il y a encore beaucoup qui ne croient pas toujours à l'existence de Covid ici dans notre pays, bien que nous parlons déjà de troisième vague. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour pallier à cette situation? Est-ce que avoir le couvre-feu résout les problèmes? Est-ce que le port de masques, toutes les gestes barrières tels que recommandés, cela va réellement résoudre le problème? Aujourd'hui, il y a les vaccins qui n'est pas accepté par la population. Est-ce que c'est un problème de communication ou comment faire pour résoudre ce problème? C'est aussi un problème de communication, aussi. Mais il y a un sérieux problème managérial. Madame, je vous dis, notre plus grand malheur aujourd'hui, c'est d'avoir M. Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'on est confronté à d'autant de problèmes, dès lors que vous n'avez pas un bon manager, ça pose problème. Tenez, madame,
la première vague, vous avez senti qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Le fait seulement d'avoir pris quelqu'un qui n'était pas malade, de l'avoir interné à l'hôpital sans être soigné, cette personne a été libérée pratiquement parce qu'il était en détention. La population qui croyait déjà à cette époque qu'il y avait une manipulation de la part de M. Félix Tshisekedi et sa bande, mais ce n'est pas lui qui nous... Non, mais si ce n'est pas lui, voilà pourquoi il dit qu'il est... donner l'information, il y a des gens appropriés. Non, madame, apparemment, M. Félix Tshisekedi ne sera jamais responsable de quoi que ce soit. Si ce n'est pas lui, c'est qui alors? Qui a créé le Task Force? Il n'est pas médecin. Non, mais voilà pourquoi je dis, qui a coordonné toutes les activités liées à la Covid? C'est à la présidence. C'est lui qui a pris les premières décisions. Il ne peut pas être irresponsable par rapport à cette question. Proposé par le docteur Mouyembe. Non, mais le docteur Mouyembe n'a pas proposé la nomination des amis et connaissances de M. Félix Tshisekedi. Lui, il a pris l'aspect technique. Voyez-vous? Le fait seulement d'avoir posé le mauvais acte, le mauvais action dès le départ, ça a créé le scepticisme dans le cœur des Congolais. Aujourd'hui, ceux qui croient à la maladie sont peu nombreux. Et vous savez pourquoi? Parce que déjà au départ, on a créé un doute. Vous dites à la population, allez vous acheter à manger, on va confiner la ville. La population s'est organisée à acheter ce qu'ils pouvaient acheter. Et en fin de compte, vous dites non, voilà, on va juste confiner Gombe. Pendant que vous confinez Gombe, vous donnez l'accès aux gens d'aller à Gombe, de ressortir avec des cartes. Vous dites non, voilà, il y a autant de morts. Et on apprend par la suite que vous achetez les cadavres. Vous dites que c'est une situation dramatique, on doit mettre le moyen, on crée une caisse de solidarité. Et on apprend l'argent a été détourné. Le personnel n'a pas été payé. Au-delà de tout ça, madame, vous êtes sous une décision de M. Félix Tshisekedi, le couvre-feu. Il arrive à Lualaba, il dit à tous ceux qui étaient là, parce que je suis là, vous êtes immunisés, on va continuer à fêter. Et ce qui est surprenant, il y a troisième vague, vous l'avez dit. Quand M. Félix Tshisekedi descendait de l'aéroport, de l'avion à Goma, il était habillé comment? Avait-il des cachets? N'est-ce pas qu'il a salué des gens? Est-ce qu'il a respecté la distanciation? C'est-à-dire que devant tous ces éléments, les gens ne peuvent pas croire. Parce que justement, vous-même qui êtes censé être de modèle, vous ne l'êtes pas. Moi, j'ai fait la sensibilisation à ma manière. Pas au regard de ce qu'ils disent. Je suis toujours accompagné. Ce n'est pas parce que j'ai peur de la police. Non. Je le fais parce que l'OMS l'a dit. Si vous voulez que les autres vous suivent, apprenez à être sérieux. Ces dirigeants ne sont pas sérieux. Vous continuez à fêter. Mbosso, le jour de son vote, il a fêté jusqu'à 5 heures. Et pourtant, il y avait couvre-feu. Devant ces réalités, la population s'est dit, tiens, si c'était réellement sérieux, ces gens n'allaient pas poser tel acte, tel autre acte, tel acte. Vous détournez l'argent de la Covid et vous voulez que la population vous prenne au sérieux? Et qu'est-ce que vous pensez on doit réellement faire pour que la population ait suffisamment d'informations et pour pallier à ces problèmes? Parce que le problème est réel. Le Covid existe. Madame, le problème existe, c'est vrai. Mais au-delà de ces problèmes, il y a le problème Félix Tshisekedi. Voyez-vous? Parce que quand vous dites quelles sont les solutions, mais la solution c'est d'avoir un commandant en chef digne de ces noms. Voilà pourquoi nous vous disons, vous voulez résoudre le problème du Congo, même le problème de la Covid, envoyez M. Félix Tshisekedi en retraite anticipée. Si on a un commandant en chef suffisamment sérieux, on a un gouvernement suffisamment sérieux et outillé, on va gérer autrement. On vient de fermer les terrasses. On vient de fermer les boîtes. Mais eux vont être exemptés. Ils vont continuer normalement leur vie. À Gombe, il y aura des boîtes qui vont s'ouvrir. Des gens qui vont continuer à vendre. Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de maladresses, madame. C'est justement parce que ceux qui sont censés être de modèles ne le sont pas. Je vous dis, c'est un malheur d'avoir fait ce qu'est la tête de pays. C'est à vous maintenant de voir. Si vous voulez des changements, il faut l'envoyer en retraite anticipée. Voilà. Voilà, monsieur Alain Bolo.
Bolojoa, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez la parole. À votre dernier mot. Bon, je voudrais sensibiliser la population consciente, pas les militants de partis politiques. Effectivement, la maladie est là, parce que nous connaissons des cas. J'ai un vieux à moi du quartier qui est décédé. France Botombia, il est connu. Il a été, il est mort de la Covid d'après ce qu'on a dit. La maladie est bel et bien là. Vous devez observer les mesures barrières. Pas pour plaire à M. Félix Tshisekedi, parce que c'est un impératif. La vie de notre nation en dépend. Je sais que vous aurez des difficultés à vous trouver de l'eau pour vous laver régulièrement les mains. Mais au moins faites un effort. Cela sera déjà pour nous une réussite. Parce que lorsqu'on va maintenir le Congolais en vie, ça sera déjà un objectif atteint pour notre parti. Et deuxièmement, nous devons nous mobiliser. Dire non à cette fameuse loi. Parce que là, c'est une manière de cautionner, de donner un chèque en blanc à M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas un dieu, il n'est pas le propriétaire du Congo. Nous ne pouvons pas confier notre avenir entre les mains des gens et entre les mains inexpertes. Nous devons tout faire pour que cette fois-là, nous ayons des gens qui sont pétris des valeurs, des gens qui ont le souci de résoudre le problème. J'invite donc la population à enclencher l'article 64. Lèvons-nous et bâtissons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là M. Alain Bolojoa Ibola, qui était notre invité dans cette émission. Vous avez la parole, il a dit, il a parlé, vous avez écouté. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Vous avez la parole.